Avant de commencer, je veux juste vous rappeler, pour ceux qui le souhaitent, qu'il y a une traduction simultanée. Il suffit de prendre les oreillettes. Se i nostri ospiti che parlano italiano, se vogliono, c'è una traduzione con cuffiette che sono sulla loggia, se volete seguire la conferenza che sarà in francese. Bonsoir, bienvenue pour ce jeudi qui est dédié à la peinture contemporaine et en particulier à la scène française. C'est notre pensionnaire Thomas Lévillane qui l'a proposé et qui va la co-animer. Outre d'être l'un des grands promoteurs de la scène anthropocène à la Villa, d'animer ce mouvement, Thomas est un peintre figuratif contemporain. L'Académie de France à Rome parfois est passée à côté des grands courants comme l'impressionnisme, le fauvisme, le pointillisme ou le cubisme, mais elle tente de corriger ces erreurs du passé pour maintenant promouvoir réellement l'art contemporain et la peinture en particulier avec des pensionnaires de grande qualité. Cette année, donc, nous avons la joie d'avoir de nouveau un peintre figuratif. Ce soir, il est accompagné d'Isabelle de Maison-Rouge, historienne d'art, docteur en histoire de l'art, professeur à la New York University de Paris et auteur de l'ouvrage « L'art contemporain au-delà des idées reçues », qui co-animera avec Thomas cette conférence, et avec 4 peintres, Monsieur François Boraron, qui a été le professeur de Thomas, et d'autres pensionnaires qui sont dans la salle à l'École nationale des beaux-arts, et qui étaient membres, si je ne me trompe pas, du mouvement de la figuration libre en France, de Madame Claire Chénier, qui est professeure à l'Université Paris 1, de Madame Mireille Blanc et de Madame Maude Maris. Donc je vous laisse entre les mains de ces 6 grands personnages de l'art contemporain, de la peinture contemporaine française, pour une excellente soirée. Merci beaucoup. Alors, merci Stéphane Gaillard. On va faire une conférence un peu spéciale, puisqu'elle sera basée sur la superficialité et la frustration. L'enjeu de la conférence est de vous montrer d'abord une vitalité. Donc, on va vous montrer 125 peintres en 416 slides, sachant qu'on est censé normalement, dans les écoles de commerce, montrer 10 slides par heure. Frustration également, puisque quand j'ai proposé à Isabelle de Maison-Rouge de faire cette conférence un peu titanesque, on a eu envie de plein de peintres, de plein de gens. Il en manque plein. Il manque aussi des gens auxquels on n'a pas pensé. Et c'est plutôt un signe encore de vitalité, puisque je pense qu'on aurait pu faire 3 fois cette conférence, encore plus. Donc voilà. On est parti de peintres que nous, on trouvait vraiment importants. On leur a demandé à chacun de nous proposer 3 autres peintres qu'ils trouvaient vraiment importants. Et voilà, la géographie de cette vision de la peinture s'est faite de cette manière-là. Je précise tout de suite que ce qu'on va voir, ce n'est pas des tableaux, c'est comme des fantômes de tableaux, c'est des reproductions. Et que donc, évidemment, le plaisir de la peinture, c'est d'abord de la voir en vrai, d'aller dans les galeries, d'aller dans les expositions, de se déplacer. Les galeries, c'est gratuit, à Rome ou à Paris. Et voilà. Donc, on va voir des images de peinture, comme si vous disiez que vous connaissiez quelqu'un en regardant son fantôme, quoi. Et enfin, on va avoir beaucoup d'images. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas prendre de notes, parce que ça va aller trop vite. Mais par contre, on va dès demain laisser un PDF qui résume de tout ce qu'on va voir aujourd'hui sur le site de la Villa Médicis, sur Facebook et tout ça, pour que vous puissiez tranquillement à la maison retrouver nos peintres qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais remercier d'abord les peintres d'être présents. Je remercie également évidemment la Villa. Et je remercie Isabelle de Maison-Rouge qui a fait un travail titanesque qu'on va voir. On va également vous montrer des peintres au travail grâce à l'atelier créatif d'Arte et la DAGP qui nous ont gentiment donné j'ai fait des montages vidéo à partir de vidéos qu'ils avaient fait d'artistes. Voilà, pareil, vous pouvez aller le voir sur internet, c'est très bien et très beau. Donc on va voir aussi des artistes au travail, plus des artistes vivants, plus des artistes en images, voilà, ça va être super. Et donc maintenant je laisse Isabelle parler. Merci beaucoup. Je tiens d'abord, moi, à remercier aussi, bien sûr, Thomas et toute l'équipe de la Villa Médicis. Et comme, en effet, le programme est extrêmement dense, donc je ne fais pas d'introduction et je vais rentrer directement dans le sujet. On commence avec Marc Desgrands-Champs, qui travaille par superposition à la fois de transparence visuelle et de traces mémorielles. Ces toiles affirment la planéité du support. Cette peinture
et magistralement silencieuse, muette. Eva Nilsson mélange peinture et sérigraphie. Ses toiles montrent des paysages, des non-lieux le plus souvent, inspirés de la banlieue parisienne ou de déserts urbains californiens. Elle joue de tension entre la profondeur de la peinture, les effets de perspective et le rabattement dû à l'impression sérigraphique. Dans la pratique de Jérémy Liron, le paysage comme l'architecture sont traités par des cadrages rapprochés, audacieux, comme des instantanés, des images arrêtées. Les couleurs et la géométrisation des éléments accentuent cette stylisation qu'opère l'œil du peintre dans un univers à la Antonioni. Philippe Cogniet choisit un motif issu de ses photographies personnelles ou puisé sur Internet. Il applique de la peinture à l'encaustique, de la cire d'abeille mélangée à du pigment sur une toile marouflée sur bois. La peinture achevée, il pose un film transparent qu'il chauffe à l'aide d'un fer à repasser, de manière à faire fondre la surface du tableau pour un résultat homogène et flou. Les peintures de Stepan Danesh montrent toute une surface remplie d'objets placés près d'un angle. Il invente une peinture citationnelle, par exemple Caspar Friedrich ou ici Velázquez, traduisant sa curiosité incessante et son goût pour l'accumulation quasi encyclopédique des petites choses très géométrisées. Eni Halfdan définit elle-même sa façon de peindre comme gestuelle mais maniérée, dans le sens où le maniérisme vise moins à représenter l'objet qu'à manifester l'artifice de l'art et à mettre l'art en représentation. Le savant jeu de construction et de cadrage rend ces peintures évidentes au premier abord. Entre humour et abstraction glacée, ces images apportent une tension étrange, indéfinissable. C'est avec gourmandise que Frédéric Léglis représente des femmes asiatiques stylisées, sur fond souvent d'argent ou d'or. Le plaisir de touche du peintre se confond avec la sensualité des modèles pour une érotique solaire. Marc Molck asperge sa toile au sol avec de grands jus composés d'eau, d'essence et de fines paillettes. Il y incorpore souvent terre, lentilles, graines ou encore riz pour jouer des textures. Se perçoit alors, entre sujet principal et souvent littéraire et un vocabulaire d'ornement beaucoup plus présent, une tension. Laurent Proulx superpose le cadre de l'usine et les lieux de travail et des questions spécifiquement picturales. Entre collage et contraste stylistique, il ramène de l'humain, du fait main, du gag dans l'univers froid et standardisé de la production industrielle. Dans les peintures nocturnes de Karine Hoffmann, la palette privilégie les tons sourds, gris, brun, ocre, vert sombre, en contraste desquels la présence du fluorescent suggère une lumière spectrale qui semble radioactive et irradie de quelques objets symboliques présents. Ces images, évocation de la mémoire, donnent à entendre un silence assourdissant. La peinture de Marine Vallon, sous une apparente destruction narrative, explore son propre médium et questionne la notion de fragment. Ces paysages sont peints d'après des images extraites de films anonymes, des agences de voyage ou de tourisme, dont elle dissout les contours sous de larges coups de pinceau et schématise les reliefs dans des formes simples et de grands aplats de couleurs. Nicolas Nicolini engage un travail pictural à partir d'éléments hétéroclites, issus de photographies. Ici, par exemple, les gestes de peinture bleue sont des morceaux de plastique découpés, ajoutés au tableau par collage. Ce sont des silhouettes d'objets devenus sujets, mises en scène dans des décors construits spécifiquement pour eux, de manière incongrue. Deux éléments de la pratique de la peinture classique, le repentir et la réserve, entrent dans le langage pictural de l'artiste. Vanessa Fanuel attire directement le regard sur les éléments qui composent la toile, la lumière mystérieuse, les couleurs iridescentes, les jeux de réserve,
pour créer des paysages ou des architectures objets. Des paysages de Yann Lacroix ressort une impression naturaliste, avec une relative précision grâce à une composition très structurée. Rapidement, les éléments de la fabrication du tableau se font sentir. La présence des figures se fragilise, la surface du tableau révèle les artifices de la peinture. Maintenant, nous allons écouter Mireille Blanc nous offrir une sorte de making-of de la fabrication de la peinture avec son intervention titrée « Image source ». Merci Thomas. Bonsoir. Alors je m'intéresse à l'aspect énigmatique des choses. Comment le familier, le quotidien, voire banal, peut soudain devenir étrange. Il est question dans ma peinture de la manière dont les choses apparaissent. Je tiens à ce qu'il y ait une retenue des images, que tout ne se livre pas immédiatement. Pour moi, c'est un des enjeux de la peinture, le temps de la montée à la vue, ce temps spécifique à la peinture elle-même. Ce qui est donné à voir n'apparaît pas immédiatement. Un doute persiste et ma peinture tend vers une certaine forme d'abstraction. J'aime parler de figuration contrariée. Les choses restent incertaines, peinent parfois à émerger. Quand dans d'autres peintures, le sujet est immédiatement identifiable, c'est alors son aspect improbable qui m'intéresse. Quelque chose en lui qui échappe. Mon travail vient de la rencontre avec un objet ou une photographie déjà existante. Je photographie alors cet objet ou cette photo. Je précise que les photos trouvées sont issues d'albums de famille, personnels ou non, que je ne recherche jamais d'images sur Internet, je ne saurais pas quoi chercher. C'est donc toujours un sujet qui s'impose à moi, une rencontre due au hasard. Il y a une grande part d'intuition dans le choix du sujet, et il faut qu'il y ait nécessité à peindre une image. Je procède ensuite par mise à distance successive. Je recadre, j'extirpe des détails, je brouille, je triture mon image sur Photoshop, puis une fois imprimée, au fusain, à la bombe. J'épuise mon sujet, je fais en sorte qu'il ne soit plus évident. Je pousse ce sentiment d'étrangeté que j'ai eu initialement, et ensuite seulement je peux commencer à peindre. Ces étapes de mise à distance de l'image peuvent prendre autant, voire plus de temps que la peinture elle-même. Je peins d'après ces documents en rendant visibles tous ces filtres. C'est ce statut de l'image qui m'intéresse. Il s'agit de peindre la reproduction d'une image, le document lui-même, scotché au mur de l'atelier, la photographie retravaillée, avec une pâte épaisse et dense. Toutes les marques sont donc rendues visibles. Scotch utilisé lors du recadrage, traces de lumière, le flash qui réinjecte de la lumière lorsqu'on reprend en photo une photographie, taches de peinture, d'eau, accidents qui arrivent à l'atelier, pliures qui adviennent sur les images imprimées. Cela tend à éloigner mes sujets et crée une tension dans cet écart entre le sujet et le regardeur. J'aime l'idée de travailler sur les limites. Limites de l'identifiable, tendent vers l'abstraction, ou une figuration poussée à l'extrême dans des cadrages resserrés, où l'on perd l'échelle et le sens. Limite d'une forme de bon goût, avec des objets volontairement kitsch. Limite de la croûte, avec ce terme j'aime penser aux peintures de Gérard Gazierowski, avec une matière épaisse et dense, où l'on sent tous les coups de pinceau. La matière est importante dans mon travail. C'est de l'huile, de la peinture dont il s'agit, et la peinture, avant toute chose, est le sujet même de mon travail. Et elle est rendue absolument visible. Cette dimension haptique, donc de l'ordre du toucher, comme si le regard touchait, m'intéresse beaucoup. L'image émerge de la pâte dans l'épaisseur de l'huile. Il y a aussi évidemment ce pur plaisir de peintre de travailler avec une matière épaisse. Je travaille contre l'idée d'un sujet, pas par série non plus. Mais il y a des récurrences dont je me rends compte a posteriori. Je pense par ailleurs qu'en tant qu'artiste, on tourne plus ou moins toute sa vie autour d'une même idée. Les motifs de sweatshirt, les gâteaux, les bibelots kitsch, ce sont les qualités propres de ces objets qui m'intéressent et leur aspect énigmatique. Il y a aussi des glissements entre l'objet, la choséité et la question de la figure. Le corps est souvent là par fragments ou manifeste par son absence, dans des objets faits main, des gâteaux, etc., ou encore dans l'idée de l'heure avec les masques, les figurines. Les objets qui jouent de la planéité m'intéressent également, motifs de vêtements, de rideaux, qui à l'origine sont évidents et une fois le vêtement porté, le rideau plissé, deviennent abstraits. Le sujet se brouille et il reste des indices et des traces. On retrouve cette notion, cette dimension du sujet qui échappe et qui se perd.
Merci Mireille. Et maintenant, nous allons passer à une vidéo. Nous allons voir un ancien pensionnaire de la Villa Médicis, Romain Bernini, au travail dans son atelier. J'aime beaucoup avoir ce rapport physique à la peinture au moment de la réalisation et aussi surtout quand on est face, une fois qu'elle est terminée. J'aime bien pouvoir avoir la sensation de se plonger dans la couleur ou dans un lieu pictural. L'énergie vient davantage de rester dans une espèce d'excitation, de découverte, de surprise de ce qu'on est en train de faire. Justement, ce cheminement-là est beaucoup plus excitant et nous maintient dans une espèce d'envie permanente, davantage qu'une quête absolue du beau. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de poser des questions, de l'ordre pictural, de l'ordre sociétal parfois, d'un rapport comme ça à l'utopie, à l'étranger, à l'étrangeté. Et le beau là-dedans peut émaner, mais c'est pas une question centrale. Il se trouve que je travaille dans cet atelier depuis maintenant 2 ans, qui est le lieu où j'habite également. Il y a toujours un tableau en cours à l'atelier. Donc je me lève le matin, il y a toujours quelque chose à continuer, à faire avancer. C'est d'ailleurs la première chose à laquelle je pense le matin en me levant et la dernière à laquelle je pense en me couchant. Donc ça peut être un peu obsessionnel. Le danger, c'est de se couper du monde, en fait, c'est d'en faire un lieu hors du monde. Aujourd'hui, j'ai cette sensation que les artistes sont quand même des témoins aussi et se doivent non pas forcément de parler directement de ce qui se passe dans le monde, mais au moins d'être au courant, et ça infuse forcément le travail. Cette recherche de sujets, finalement, est importante, mais le vrai levier de départ, c'est le plaisir de peindre et le plaisir d'étaler de la couleur, de faire des lignes sur une surface, qui est un plaisir complètement enfantin en fait et multimillénaire. Et on a un peu cette sensation-là en faisant ce travail qu'on est dépositaire d'une façon de faire qui dure depuis 30 000 ans. Je travaille de plus en plus avec des couleurs vraiment franches et j'ai la volonté de trouver une troisième voie qui ne soit ni pop ni kitsch, qui puisse parler de choses de façon sérieuse tout en convoquant le plaisir, l'instinct. C'est en ce moment ce sur quoi j'essaye de travailler. D'où aussi l'utilisation des perroquets, enfin des oiseaux exotiques, des plantes exotiques, ce qui me permet à la fois de parler du réel et en même temps de la couleur qui ne soit pas irréelle. C'est-à-dire en peignant un perroquet, on peut avoir des couleurs absolument folles, mais on reste dans un réel. C'est aussi ça qui m'a poussé à choisir aussi ces motifs-là. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de sujets éternels comme le paysage, la figure, les animaux également, et d'essayer d'en trouver une occurrence contemporaine. Farah Atassi emprunte à l'histoire de l'art un vocabulaire moderniste. Elle construit à la surface de la toile une grille à l'aide de rubans adhésifs. Par ce protocole reproductible, elle met la ligne et la géométrie au centre de son dispositif pictural. Elle définit ainsi une grammaire synthétique et efficace, produite par une grande économie de moyens. Les dernières toiles d'Hugo Pernet représentent des figures simplifiées, des poires, des yeux, tracées sur un fond monochrome en aplat, orange ou vert. Le dessin est tellement stylisé qu'il en devient générique. Ces tableaux sont des figurations partielles. L'ombre portée
joue un rôle essentiel en permettant de distinguer les figures d'un fond abstrait et signifie l'espace par une indication minimale. Le regard doit s'habituer à entrer dans la peinture d'Aurore Palais comme l'œil dans l'obscurité pour voir apparaître des éléments identifiables et des images fantomatiques. Par un travail de transfert, de sérigraphie, de report, l'artiste laisse transparaître des images. Elle les enfouit sous une succession de couches très fines de résine donnant de la profondeur aux couleurs. Gilles Balmet invente des protocoles précis pour fabriquer des images entre abstraction et paysage. Il trempe ses supports dans des bacs contenant divers liquides. Il joue à la figuration avec des bombes de peinture, des outils de transfert ou des coulures dans un jeu entre l'aléatoire et la maîtrise. Sylvie Fajfrowska peint de manière abstraite des tableaux figuratifs. Malgré une volumétrie sensuelle importante, ces peintures résistent aux spectateurs dans une forme d'indifférence muette. De la même manière, Michel Castagnier recycle un vocabulaire de peinture abstraite des 50s pour y intégrer de l'imagerie figurative de l'époque, entre forme et représentation. Daniel Schlier peint à l'envers, à même le verso d'un plexiglas, manipulant des éléments iconographiques et picturaux hétérogènes, de l'empreinte de la main à la figure géométrique, des pochoirs de lézard au visage humain, de la feuille d'or à un moteur à essence. Florence Raymond assume l'accident, les maladresses, les découlinures involontaires, le raté. Sa manière n'est pas une entreprise de maîtrise, mais de jeu, avec la peinture elle-même, dans la confusion entre le fond et la forme. Amélie Bertrand part de catalogues Leroy Merlin, d'images de matériaux de construction, de mobilier urbain, pour fabriquer ces compositions artificielles sophistiquées avec le logiciel Photoshop. Elle produit alors une peinture à la surface lisse et satinée, avec des jeux de transparence et de profondeur. Alors maintenant, nous allons voir le peintre Stéphane Calais en train de faire des peintures murales sur l'ensemble des étages d'un immeuble. Puis il va nous parler de son rapport à l'abstraction et à la figuration. Si ça marche. Le projet est né d'un appel de Jacques Séguélard pour cet immeuble où nous nous trouvons, qui s'appelle le Madone, qui est donc à Puteaux. Et le projet était assez pharaonique, dans le sens où il y avait 11 étages à peindre, 2 halls, un auditorium, en plus il y a aussi 9 box, et le Havas Club qui se situe au 5e étage. Donc il s'agit d'open space où les différents groupes qui composent Havas devaient tous se retrouver. Donc il y avait une façon dont ces grands espaces allaient tous être divisés d'une manière différente suivant les besoins. Là, à l'heure actuelle, là, ce qu'on voit, les bureaux ne sont pas encore finis, les cloisons ne sont pas faites. Il y aura après des tas de bureaux partout. Donc il va être beaucoup plus compliqué de voir et d'appréhender la peinture murale dans son entier. Il n'y a qu'en marchant, en déambulant qu'on la voit. Le passage de, on va dire, la figuration à une certaine forme d'abstraction peut paraître tout à fait non orthodoxe. Il y a eu des bagarres quand même fabuleuses à ce sujet. Et moi, je n'ai plus ce type de problème. La figuration permet d'aller très très loin dans le code, dans la codification, comment on code ceci, comment on code cela. Par exemple, les dessins de fleurs ou de végétaux sont pour moi quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est pour moi déjà un plaisir, un très grand plaisir à dessiner, mais avant tout, c'est une des choses au niveau de la codification les plus complexes.
Parce que ne serait-ce qu'une fleur possède, dans sa structure, un ensemble d'éléments pour aller très vite entre les fleurs, les pétales, la tige, etc. Déjà plusieurs éléments qu'il va falloir codifier différemment pour qu'elle existe, entre guillemets, en tout cas qu'elle apparaisse. Et ensuite, ces codifications devront toutes être liées dans la composition générale. Disons, un dessin beaucoup plus, on va dire plutôt non figuratif, finalement, apparaît comme ça très très fort parce que les questions de l'ordre de l'image sont des questions moi, qui me fascinent, et comment ces questions, justement, dans l'abstraction, cette apparition d'un objet qui est très difficile à définir, comment on va le faire venir au monde, en fait, et comment il va être au monde. Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes, et le champ de l'abstraction est un champ fantastique et immense et sans fin. Mais les choses ne sont pas du tout antinomiques, et pour moi, sont comme deux façons d'appréhender le réel. Je n'ai pas les capacités d'appréhender le réel dans sa globalité. Je peux toucher que des points très particuliers et pas très épais ni très larges. Et c'est dans la façon dont un endroit et un autre peuvent montrer deux points ou deux endroits du réel qui m'intéressent, les effleurer, dirons-nous, et comment après, si on les met côte à côte, on obtient une sorte d'apparition de la sédimentation du réel. C'est peut-être un peu compliqué, mais la façon dont l'appréhension que j'ai du réel va être beaucoup plus intéressante avec deux points de vue différents, et la façon dont on va circuler de l'un à l'autre. Et que ce moment-là d'apparition, moi, m'intéresse énormément, et c'est même, je dirais que c'est même pour ça que je travaille. Voilà, pour ce moment d'apparition où on effleure le réel comme ça, ou en tout cas une certaine qualité de réel. Marqué par une histoire personnelle tragique, Vladimir Velikovic reste fidèle à une figuration expressionniste. Sa peinture poursuit l'intention de son auteur de tenter avant tout de laisser une cicatrice dans la mémoire du spectateur. Tout aussi violent, Stéphane Penkréac n'hésite pas à coller à même le tableau des éléments physiques comme un masque de loup ou un bras de mannequin en plastique. Il a également le courage de se confronter à la grande tradition de la peinture d'histoire, avec notamment ce tableau autour des attentats du 11 janvier 2015 à Paris. Gaël Davrinche s'amuse à mélanger les styles de l'expressionnisme à l'hyperréalisme en revisitant avec jubilation les classiques de l'histoire de l'art, la tradition du portrait, ici grotesque, ou encore le plaisir de peindre des fleurs. Dans la même fraîcheur enfantine, Damien Cabane part de l'anodin de ses vues d'atelier pour peindre dans une grande économie de moyens avec des couleurs vives sur une toile flottante sans châssis agrafée à même le mur. Le territoire de Mathieu Cherkit, c'est le pavillon de banlieue familiale dans lequel il vit et qui sert de sujet exclusif à sa peinture. Chacun de ces tableaux ouvre une porte sur une des pièces de cette maison, laissant la place aux objets hétéroclites et joyeux qui la peuplent. Il peint ses toiles à la matière, presque maçonnée, dans le lieu même de son sujet. C'est à une certaine qualité de lumière à laquelle s'attache Patrice Jorda, à coups de brosses violents et de couleurs vives. Pour lui, la peinture demeure une expérience de vie et non une fabrication. Ça grouille dans les toiles d'Orson Groom. D'un magma aux couleurs crues, on découvre une saturation de signes, de symboles, superposés sans hiérarchie, obligeant le regard à une circulation chaotique. Duncan Willy tourne autour de la démolition, de la destruction, de la catastrophe, partant de photographies qui sont des images déconstruites, comme des no man's land où tout est possible. C'est la brèche qui l'intéresse. La capacité de la figuration de la peinture est elle-même en tension. Les formes sont à deux doigts de disparaître. Jean-Xavier Renaud s'aventure sur divers champs iconographiques, usant de styles les plus variés. Un vaste éventail de factures et de thématiques qui brouillent les pistes. Le web, l'univers des jeux vidéo, la bande dessinée,
constituent ses sources d'inspiration essentielles. Il s'autorise des représentations simples autant que des calembours visuels. Peintre physique, Grégory Forstner peint ses grands tableaux en une journée, partant des stéréotypes du dominé et du dominant, entre maître et esclave, homme et animal, dans un jeu de faux-semblants. Il produit de la peinture d'histoire personnelle. Marine Johaton combine taches, gribouillis, magma, picturaux qui couvrent initialement intégralement le support, une soupe primitive d'où émergent des figures et des bêtes. Sa pratique est très libre, vitale, dégagée de toute convention. Philippe Miravozic cherche à réunir la tradition et l'avant-garde. Il peint des scènes composites, mêlant des lieux clos, d'hypothétiques lieux de pouvoir, et des paysages ou des figures humaines. Assez convaincu de l'inactualité de la peinture, qu'il considère comme un art désenchanté et dont il a l'impression de racler l'os, Denis Laget cherche à pousser la peinture dans ses retranchements. Ici, c'est un chien. Dans chaque tableau, il tente de se colter au dessin, à la couleur, à la matière, comme un cinéaste avec le son, le scénario, les acteurs, l'image. Il part de sujets historiquement saturés et les exploite pour questionner le langage pictural et découvrir le fond de surprise qu'il réserve encore. Alors maintenant, nous allons voir le peintre Damien de Roubaix au travail, puis nous présenter sincèrement son ambition. Ce sont des têtes qui sont comme des portraits de peintres. Donc, il s'agit de grandes huiles et collages sur toile de 2 mètres par 1,50 m vertical. Les bouches, qui sont des fermetures éclairs, en fait, sont des bois gravés que j'ai collés avec du papier japon. Et les yeux sont peints d'après un bois gravé. Et puis il y a toujours une scène, en fait, qui est dans ce que le peintre, en l'occurrence moi, peut avoir dans la tête lorsqu'il travaille. Donc, que ça soit des images tirées de cinéma, des images tirées de peinture d'artistes, soit anciens, soit contemporains, soit modernes, etc. Et là, avec cette série, et depuis quelque temps, ça s'est un peu refermé sur ce que c'est que la peinture, ce que c'est que l'atelier, ce que c'est que d'être un peintre, en fait. Et tout ce qui est le monde intérieur, et toutes ces choses-là, voilà. Moi, j'aime passer par des ellipses, des métaphores. Je fais une peinture réaliste. Le monde dans lequel on vit, il est violent, il est sombre, il a peu de perspectives. La mort et la vanité, parce qu'on vit dans un monde pourri. Voilà, c'est ça. Donc, et puis en plus, vous avez le pouvoir qui s'exerce et qui se traduit par ça, par l'oppression et par la mort. Donc, le pouvoir, que ce soit l'argent, que ce soit la religion et la publicité et la vanité par excellence. Parce que si vous grattez c'est-à-dire une fois enlevé le vernis, qui soit les modèles qui sont retouchés par Photoshop, mais ou que ça soit simplement le message qui est donné, que tout est tellement extraordinaire dans la publicité. En fait, derrière ce vernis, il y a la mort, c'est tout. Voilà. Quand on prend conscience de ça, ça peut venir dans vos tableaux. Voilà. Bon, moi, c'est le cas, c'est tout. Le dessin, c'est une projection directe de la pensée. Vous avez une idée, vous prenez votre pinceau ou votre crayon, et puis voilà, ça va être fait en une demi-heure, ou en 1 heure, ou en 10 minutes, ou en 30 secondes, je ne sais pas.
Donc c'est l'illustration directe de ce que vous avez dans la tête, quoi. C'est le chemin le plus court que j'ai trouvé, c'est ma main avec un outil. L'artiste, il n'est pas tout seul dans l'atelier, en fait. Donc, quand il peint, il y a des milliers d'années d'histoire de l'art derrière lui et des artistes, de la grotte de Lascaux jusqu'à Picasso. Et puis, tous ces gens-là, ils sont au-dessus de votre épaule et c'est eux qui sont le juge. C'est à eux qu'il faut se mesurer pour que le tableau soit réussi. C'est pas à des choses éphémères comme une critique dans un journal ou je ne sais quelle personne qui passerait à l'atelier. Voilà. Gérard Fromanger se présente comme un peintre metteur en scène de son époque. Ses grands formats, sa peinture réalisée à partir de projections, de photographies à l'aide d'un épiscope, ses cadrages cinématographiques, sa neutralité et sa précision du trait rendent une peinture volontairement froide et distancée, cherchant à maintenir continuellement en éveil notre rapport critique aux représentations de la réalité. Audrey Nervy part de photos prises par centaines lors de ses périples. Elle les redécoupe, zoome, assemble pour composer ses tableaux comme un regard grand ouvert porté sur la réalité contemporaine. Pour elle, le sujet est aussi important que la forme. Altermondialiste, elle dresse le portrait du monde désenchanté, paradoxalement transmis à travers un véritable plaisir sensuel d'une peinture douce et floue. C'est par le street art que Guillaume Bresson découvre les bases de son métier de peintre. La composition, la couleur, la mise en place des formes, la lisibilité du dessin. Dans des images hyper réalistes, traitées en grisaille, les banlieues, les tours de béton, les parkings souterrains sont le cadre de scènes de violence intemporelle qui participent à la construction d'un mythe contemporain. Iris Levasseur scénarise ses compositions à partir de choses vues dans la rue. Elle fait poser ses proches, puis travaille d'après des photos avec des factures très variées. Dans un style très reconnaissable, son graphisme d'une précision inouïe et surtout son imagination de révolté, Marcos Carrasquer crée ses propres règles. Il faut prendre le temps de regarder en détail chacune de ses toiles. Il s'agit véritablement, avec un humour acerbe, d'une mise à nu de l'humanité dans tous ses travers, ses défauts, ses failles, entre cauchemar et rêve, Robert Crumb et la peinture classique. C'est également un monde catastrophique que nous présentent les images mentales d'Éric Korn, avec un vocabulaire symbolique très personnel. Maisons fragiles, falaises, tubes de peinture vides, des ponts en construction, des naufrages, et puis l'amour et des bouquets de fleurs. Les images mentales de la peintre d'origine iranienne Nazanin Pouyandeh sont traversées par le tragique de l'histoire, vécues par des figures féminines fortes. Elle part de compositions de corps faites avec ses proches, les peint à même la toile blanche, puis invente au fur et à mesure le cadre de ses ébats. Giulia Andreani, pensionnaire l'année dernière, interroge la manipulation de la mémoire. Elle part d'images d'archives, comme ici celle de la Villa Médicis, et les traite avec des couleurs bleutées caractéristiques de son style. Elle ne cherche pas à restituer l'histoire des documents, mais à les soustraire de leur contexte pour se les approprier en créant des associations libres. Le travail de Karine Rougier commence simplement par une figure puisée dans un répertoire d'images trouvées sur des emballages, des cartes votives, des couvercles de boîtes d'allumettes, sortis d'un contexte tout à fait populaire. De cette image première, elle laisse agir son imaginaire propre, où la figure féminine a une place prépondérante, tout autant que l'enfance, l'érotisme, le rêve et le monstrueux. Pierre Ceinturier peint avec tranquillité des univers sombres aux non-dits étouffants. Véritable oxymore visuel, les teintes ocres et verdâtres de ces ambiances hitchcockiennes contrastent avec l'application du peintre. Simon Pasieka
peint des figures humaines sans âge, dans un cadre naturel peuplé d'architecture mystérieuse. Rives de lac, herbes folles, corps nus androgynes, structures de métal rouillé, humidité de l'air, irisation, jeu de reflets et de transparence composent le vocabulaire visuel du peintre. Baignés dans une lumière de petit matin, les personnages se reposent, jouent, peignent, sculptent avec sérénité. Maintenant, nous allons voir le peintre Barthélemy Togo nous présenter sa vision de la société, ainsi qu'un projet de peinture murale qu'il a produit pour la station de métro Château-Rouge, à Paris. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur une série de gravures que j'ai appelée « A Life in a Box », la vie dans une boîte. Et donc, la seule technique qui devait m'amener à réussir cette restitution en forme est la gravure. Je suis un artiste contemporain d'aujourd'hui qui pour moi reste un des derniers dinosaures de l'art contemporain qui travaille avec les mains comme un artisan. Je suis un artisan. Et c'est ce côté artisan qui fait en sorte que le résultat est très rustique parce que c'est pas sur une machine de production illimitée, à grande échelle. Je fais des tirages très limités, 2 ou 3 éditions. Et il y a beaucoup d'anomalies qui vont sortir, des taches qui vont apparaître. Et c'est ce résultat, comme je l'ai dit, que j'aime bien dans mes gravures. Cette série est inspirée d'un regard que je porte sur notre société et surtout aussi dans la vie des citadins des grandes villes aujourd'hui. Beaucoup de gens vivent enfermés dans leurs 30, 50, 60 mètres carrés et il y a moins de contact avec les gens de plus en plus. Et j'ai eu l'impression que les gens se renfermaient. Les gens étaient dans une boîte, a life in a box. Il y a une position de renfermement, d'emprisonnement avec le cadre rouge. Et je n'ai pas oublié la dimension chromatique, esthétique, où il y a ce jaune, ce fond en jaune, et ça donne une vraie série. Il fallait réaliser une œuvre pour la station de métro Château-Rouge, où j'ai vécu dans ce quartier, pas loin de la Goutte d'Or. Je connais bien cette station. J'ai pensé à cette vie cosmopolite, à ce Paris multicolore, à ce Paris multiculture. Donc ce sont des personnages que j'ai pu dessiner, mélange de femmes et d'hommes très anonymes qui se croisent. Mais en même temps, ces hommes, pour moi, doivent célébrer une nouvelle vie aujourd'hui, une nouvelle génération. Donc, il y a quelque chose comme une graine qui est sémée et qui va pousser. Du coup, j'ai fait pousser de la végétation au-dessus des têtes de ces personnages pour qu'on puisse aujourd'hui célébrer une nouvelle vie dans notre société aujourd'hui, une nouvelle génération de personnes. J'ai travaillé d'abord dans mon atelier avec de multiples gammes de bleus pour atteindre un bleu très personnel. Et les laboratoires de la manufacture de Sèvres qui ont recherché ce bleu spécifique a découvert un bleu qui s'est appelé le bleu Togo. Et c'est avec ce bleu Togo que j'ai pu travailler en émo sur ces carreaux, ces multiples plaques, près de 120 plaques de 60 par 60 ont été utilisées pour réaliser cette gigantesque fresque. En tant qu'artiste, je me dois de faire des propositions en ce sens, en restituant des images fortes pour mettre la société devant la réalité et qu'elle se ressaisisse. L'homme doit se ressaisir. Voilà comment je peux terminer le résumé de mon travail. La peinture de Pierre Mabille utilise toujours une figure géométrique issue de 2 arcs de cercle, une amande, une mandorle horizontale. Par sa pratique de synthèse et de répétition, en variant taille et rythme, il obtient des combinaisons colorées à l'infini. Les toiles
d'Hugo Schwiber-Boss sont à envisager comme le lieu potentiel de l'apparition. Partant d'une abstraction géométrique assez protocolaire, il s'autorise d'une manière pop des libertés dans le geste, les techniques, les formats, les factures. La peinture d'Emmanuel van der Meulen est faite d'aplats obtenus par des passages et recouvrements successifs de pigments, mais jamais totalement uniformes. C'est dans l'apparition de cette texture et de ce matériau qu'est la peinture que l'on croit reconnaître des pavements, des mosaïques romaines, car l'accident, plus que la géométrie, structure ces tableaux et nous laisse entrevoir autre chose que l'objet. Adrien Couvrat projette la couleur au pistolet à pression sur une toile préalablement striée à la surface. À mesure que le regard du spectateur parcourt la surface de la toile, les formes et les couleurs se dissolvent en vibrations lumineuses. C'est évidemment à voir en vrai. Il peut toucher à la monumentalité, comme ici. Nicolas Delprat part de surfaces sombres pour ensuite faire monter la lumière. C'est d'ailleurs son sujet même, représenter un souvenir de lumière, celle des œuvres de James Turrell, de Dan Flavin ou de David Lynch. Sous un principe de tableau en série, la peinture gestuelle de Jean-Baptiste Bernardet touche à l'impression optique, au flou, à l'indétermination dans un effet cinémascope abstrait, joyeux et coloré. Alors maintenant, nous allons voir le peintre Nicolas Chardon travailler en partant du motif du tissu qu'il tend comme une toile pour en retirer des compositions abstraites. Et il a été pensionnaire à la Villa également. De toute façon, ce qui m'importe, c'est toujours que cette grille soit présente, en sachant qu'une fois tendue sur le châssis, elle va fournir à peu près toujours le même type de déformation produite par la tension, mais qu'en même temps, toutes ces déformations, et même si c'est 10 fois le même tissu, seront toujours différentes et toujours singulières pour chaque tableau. De choisir de peindre en noir et blanc à la surface de ces tissus qui sont eux-mêmes colorés, c'est un moyen de ramener à une forme de neutralité l'usage des tissus, enfin l'usage des couleurs présentes sur les tissus, et aussi de leur laisser toute la place qu'ils doivent avoir, en sachant que le tissu est toujours visible sur la tranche de mes tableaux. Le tissu visible sur la tranche fait doublement cadre. À la fois, c'est littéralement le cadre du développement de ma peinture, mais aussi évidemment un joli cadre Vichy autour d'un carré noir ou d'une croix, ce qui pourrait être une ineptie ou un paradoxe en tout cas. Donc c'est au tour de Claire Chénier de parler, pour une évocation existentielle et poétique, de son rapport à la peinture, avec une intervention intitulée « Le souci du pinceau ». Merci. Bonsoir à tous. La besogne du peintre est ce qui travaille de l'intérieur son geste et sa matière. Elle est son souci. L'urgence au travail est un besoin tendu par le soin, l'attention, le regard porté à l'autre. Peindre est un geste en souci, érodé de tâtonnements et vidé de dérives, qui trouve la manière de toucher en épousant la caresse, main de l'instant et du tremble.
Le souci du pinceau s'approche de la pensée de tailleur en train d'inciser la pierre, dont chaque coup marque un rythme en dehors de son geste, avec et sans lui, créant la vague, glissant dans le courant, dans un pli sonore. C'est la vision mouvante d'un geste qui ne prend jamais fin, même lorsque le coup est donné, dont la résonance se poursuit dans le rythme d'une forme qui résulte d'un voyage, ou plutôt d'un errement qui dit le mouvement, l'égarement possible, le cheminement sans destination visible. Aussi, s'il y a construction, ce ne peut être un aboutissement, mais plutôt un avancement à tâtons, la fin n'étant que la propagation d'un poursuivre à venir, ailleurs infiniment. Le tomber du voile de la couleur est un agir, un acte, de peindre, de danse, de dépôt de la lumière, de soulèvement de l'ombre par le blanc qui bruit des dessous. Pas de lumière décrite, dépeinte, mais celle qui s'expose, simple, abandonnée. Elle se dépose dans le mouvement, c'est-à-dire qu'elle est intériorisée dans le mouvement même. C'est cette induction lumineuse qui déplie le geste, essentiellement vertical, de la couleur. C'est une exposition prolongée du corps de papier à la lumière de l'encre. C'est un état où rien ne s'impose encore, mais où tout s'éveille déjà dans des dépôts fragiles qu'il s'agira de ne pas taire, enterrer sous le séchoir. Le mouvement se propage avec l'eau, dans l'eau. Il est sa visibilité sans quoi la transparence mènerait à la cécité. Aussi la main intervient dans la discrétion des voiles pour que chaque geste s'étende, délié, dans l'excédent et ne s'entasse pas dans un flottement ou un noyé. Et ceci est un souci du regard, qui doit garder la mémoire de ce qui passe, le reconnaître au moment où il survient, sans vouloir le marquer, en instruire le papier dans l'appui. Le ciel se parchemine-t-il au passage des nuages ? À peine quelquefois peut-on percevoir des traînées d'évasion, à peine une trace, une diffusion. Une épaisseur sans doute de rien, d'imperceptible mais de sensible, se condense d'un temps de pluie encore pressant sous un nouveau bleu. Pourtant, c'est bien plus souvent une éclipse quand la charge de couleur de l'orage éclate et se fend, et qu'à l'instant suivant, c'est une inondation de bleu perçant, un déluge de clarté trop vive, que le déchirement a quitté. Une clarté contenue et dérobée. Tout ce qui ploie avec le courant est un geste de poids, et avec lui, une poussée d'abîme. Le souci du pinceau est alors de se placer dans la résistance à ce qui sombre, se maintenir, s'abandonnant. C'est à peine une recherche, c'est vivre, c'est décliner ce qui terre sans oublier ses couleurs, sa poussière. C'est aller en avant de ce qui se désire dans la chute, et que le passant de la chute se renouvelle infiniment. Il faut vivre avec la peinture, mais aussi laisser vivre, donner de l'air. Un vis-à-vis maintenu constamment n'est pas tenable. Le regard et l'attention fixée imperturbablement sont intolérables. La peinture se vit aussi dans la vacance de son auteur, au cœur de son inattention, comme disait Dubouchet. Lorsque la fascination de son visage, celui de la peinture, l'a quitté un instant pour échapper à l'immobilisme de la sidération, reste un corps avec lequel habiter le monde. Alors le corps de la peinture glisse du vis-à-vis aux côtés de soi, dégageant le pas dans l'entremêlement fusionnel. Avec cet amour porté au plus près dans le lointain, une relation à la peinture est possible, à définir, jamais acquise. L'expérience physique de la peinture est un regard déployé dans le geste, une mémoire incarnée qui ne constitue pas pour autant un donné. Avec le temps, les mouvements sont peut-être moins inquiets. La main s'assure dans la confiance de couleurs entrevues dans le passé. Mais un souci, une anxiété dans l'urgence demeure nécessairement et enlève à l'auteur, s'il est vrai à lui-même, tout possible métier. Les gestes se succèdent, le pinceau chemine, réitérant la voix sans jamais la répéter. Mais je ne peux pour ma part jamais dire que le métier rentre. On ne s'attend pas à l'inattendu. Tout au plus, j'ai gardé dans mon corps les sensations d'éprouver de la peinture
qui sont les seuls fils tendus à cette marche en équilibre. De même, l'application forcenée ne fait rien à cette forme de mystère. J'avais à mes débuts intégré la plus sévère des disciplines comme méthode de travail, en premier lieu à l'égard de la danse et plus loin, autrement, dans mon rapport au peindre. Certes, cela a pu m'aider un temps, ne serait-ce que dans l'effort et l'insistance opiniâtre, dans le faire. Pourtant, ce fut, je le crois aujourd'hui, une entrave, tant le perfectionnement est absent de la peinture. Il peut appartenir à la technique, outil nécessaire, il est vrai, son existence permettant seule d'être oubliée. Mais le perfectionniste cherche à acquérir. La peinture, elle, ouvre à la possibilité d'une perte à tout moment, une perte sans objet. Tenir à cela, à ce peu de transparence dans une surépaisseur aussi excessive que discrète, c'est tenir à la peinture avant même qu'elle n'advienne. C'est considérer la déferlante de la vague informe, de la matière, comme l'avenir d'un corps qui me fait déjà face par la seule visibilité d'une page nue de papier. Une peinture en excès peut donc aussi bien être celle, avant la dispersion des couleurs, d'un excédent de sens au regard de ce qui n'est pas encore. Cela n'est pas uniquement en dehors, extérieur, excessif, c'est aussi bien dans le même temps, revenance, reploiement et réitération d'un désir intérieur, d'une foi qui se gonfle dans l'attente de sa bifurcation. L'étonnement est un battement qui dévie les trajectoires, accompagne le souci du regard. Merci. Merci beaucoup Claire. Alors on a vu beaucoup de choses et on va faire une prise de risque. On va faire une pause de 15 minutes où on peut boire un petit peu et tout ça. Puisque pour tout vous dire, on en est juste à la moitié. Merci d'être resté. Alors pour commencer, notre deuxième partie, je vais laisser Isabelle parler d'un peintre qui me tient particulièrement à cœur, moi-même. Donc Thomas Levilan aborde d'une manière classique les sujets contemporains, y décelant par le point de vue du regard cultivé de peinture les invariants anthropologiques de nos vies hyper connectées. Il traite tous les éléments du tableau sans hiérarchie, avec la même attention, jusqu'à une saturation cognitive en écho frontal à notre rapport à la réalité. Katia Bourdarel s'inspire de la culture populaire et de sa propre histoire pour peindre de manière très réaliste l'innocence et la culpabilité. Ces modèles semblent se cacher du spectateur tout en révélant une intimité par la sensualité de la peau, des tissus et de la chevelure. Vous la connaissez? Elle a exposé à la Villa Médicis très récemment, Claire Tabouret. Elle travaille par couche et transparence où se mêlent aplat, épaisseur et fluidité. Ces sujets partent de photographies personnelles ou d'archives qu'elle collecte, d'où découlent des portraits de groupes d'enfants, d'adolescents ou de jeunes filles en grand format. Visages aux airs butés, sortis de leur contexte, ces personnages énigmatiques revisitent la question du portrait, individuel ou de groupe, et lui donnent une présence-absence très contemporaine. La peinture d'Axel Pahlavi ne s'interdit aucun registre et se situe à la croisée de l'expressionnisme, du réalisme, voire de l'hyperréalisme. On y perçoit dans ses compositions de personnages des influences multiples et éclectiques venant de la peinture ancienne et confrontée à une culture plus populaire. Le peintre cherche à montrer l'humanité hors du temps, comme dans une comédie dramatique infinie. Renouant avec la tradition des portraits en pied, Florence Aubrecht, par ses modèles, les revêt de costumes et les met en scène pour les peindre dans leur mutisme et leur frontalité. Elle aime la singularité,
les maquillages de clowns outrageux, un mouvement, un regard, une posture, avec lesquels elle modifie la vision et trouble les repères au sein du connu et du commun. Julien Benetton peint le hors-champ médiatique de notre époque. Il transpose patiemment au pinceau, sur un support de bois ou de papier, les photos qu'il prend. Si la restitution est minutieuse, elle n'est pas pour autant photoréaliste, puisqu'il recompose les scènes, transforme les expressions, construit son tableau. Dans une époque dominée par l'image de soi, Anthony Véraud peint des portraits classiques. Sa peinture, lisse, sans effet de matière, témoigne d'un processus de travail lent, appliqué, méticuleux, qui rend cruellement les présences muettes dans une ambiance de solitude. Damien Cadio représente la réalité avec inquiétude, à coups de touches gourmandes et fondues, de couleurs sourdes, de gris colorés et de compositions frontales presque scientifiques, il arrive à régénérer les genres de la peinture, comme ici, où il s'attache à des végétaux au bord de la pourriture. Vanité parfaite d'un monde un peu trop usiné, usé, contaminé, à l'ère déréglée et mystérieuse de l'Anthropocène. Youssef Koreichi travaille par mise au carreau lente. Pour ce tableau, il a fallu 3 mois. Il part d'images de son portable de mauvaise qualité. Plus le document est faible, plus il faut que l'invention soit grande. Le tableau, faisant 3 mètres sur 2, il faut qu'il invente beaucoup par la mémoire des sensations. Le côté haptique de la peinture est alors de mise. Comme il le dit lui-même, « Je connais la sensation par la main, je sais la peindre ». Les grilles qu'il représente actuellement parlent de manière sous-jacente des questions d'enfermement. Que faire devant une grille, à part regarder le ciel et par terre, le sol? Partant de compositions photographiques produites par l'ordinateur, Adrien Belgrand peint à l'acrylique une certaine banalité. Il utilise des moyens picturaux sophistiqués pour retranscrire, avec le plus de détails possible que lui offre sa technique, un monde plein qu'on croit vide. C'est à peu près la même démarche chez Marc Goldstein, qui, lui, est peut-être plus subjectif en traitant son quartier parisien ou banlieusard, son quotidien, une urbanité vivante, rieuse et poétique, à l'opposé d'une idée toute faite sur ces espaces. Grégory de Rennes peint des lieux de passage désertés, sans qualité particulière, dont on ne saurait identifier un moment précis de la journée ou de la nuit, auquel il confère une grandeur. Ce n'est pas le sujet qui agit au centre de ses préoccupations picturales, mais bel et bien l'agencement des formes et des lumières, le dialogue entre le noir enveloppant et les couleurs. Il peint d'ailleurs sur une toile noire, fine et veloutée. Les parties noires du tableau sont alors de la réserve, littéralement du non-peint. Alors nous allons maintenant voir Marion Bataillard travailler dans son atelier, et elle a pour particularité d'avoir le courage, que je n'ai pas malheureusement, d'avoir le courage de peindre directement d'après la réalité ce qu'elle voit. Dans ce tableau-là, il y a un peu le désir d'avoir un non-sujet. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu son visage le sujet, mais en même temps, il y aura cette tasse éléphant qui sera graphiquement assez forte, donc ça va beaucoup attirer l'attention aussi. En même temps, il y aura des objets là. Donc il y aura des rivalités de points d'attention. Il y aura à la fois quelque chose qui dira l'artifice de la situation et en même temps qui viendra contrecarrer un peu la force de son visage.
L'autoportrait, c'est souvent des moments de vide, en fait. Je suis là, je traîne, je suis un peu déprimée. L'autoportrait, c'est un peu le sujet zéro. Enfin, je pars de l'ici et maintenant. Bon, il y a moi, il y a mes pinceaux, il y a un miroir. Allez, on s'y met. Et ça me permet de relancer la machine. Je retrouve un enthousiasme, en fait, et du coup, la capacité à imaginer et à élaborer, enfin, faire perdurer le désir au travers d'un projet. Le désir de provocation, il vient plutôt se nicher justement dans la dimension, dans les pointes de ridicule ou les choses qui font que ça fait un peu rigoler, quoi. Et qu'on sait pas trop comment se positionner. Je suis pas une peintre de l'évanescence. La peinture, c'est le lieu d'une exhibition. C'est un espace pour montrer, un espace pour voir tout ce qu'on veut. Tout ce que je voudrais, en tout cas. Et on est le roi, hein, dans son domaine. Agnès Tourneur décrit sa peinture comme une interlocutrice active, ni une surface où déposer une figure, ni un espace où laisser une configuration à regarder de l'extérieur. Selon elle, la peinture est à la fois un médium historique et un moyen de se confronter à sa propre intemporalité. Elle n'hésite pas à user de références à des peintres historiques comme Dürer ou Manet. Coraline de Chiara part de livres d'occasion dans lesquels elle prélève des photographies de minéraux, statuettes, motifs, paysages, cartes, peintures ou encore d'objets anthropologiques. Elle prend soin de restituer le grain, la texture, la lumière, la couleur, la transparence, la brillance d'une roche ou d'un crâne. Parfois, elle introduit des éléments intrus qui évoquent le travail d'atelier, feuilles de papier calque, morceaux de scotch, post-it, travaillés en trompe-l'œil. Julien Desmontiers part de motifs ornementaux, comme des tapis persans, des tapisseries ou des fresques. Il les explore par le hasard de la matière peinte, notamment en collant deux surfaces de tableau l'une à l'autre, puis nourrit la surface du tableau saturé en peignant directement avec jubilation. Ida Turcic et Wilfried Mill peignent à quatre mains, en partant d'images qui deviennent tableaux. Intervenant à tour de rôle, ils se surprennent par la conversation plastique qu'est l'œuvre. Très libres dans leur imagerie, de la pornographie à un champ d'herbe, ils l'utilisent d'abord comme un outil de jouissance picturale. Olivier Masmonteil mixe peinture classique et modernité, comme ici, dans ce crépuscule au sol abstrait, ou encore en partant d'une mémoire de la peinture citationnelle. Il y applique un motif par sérigraphie, puis joue de transparence et d'absence par des rehauts de peinture comme ici avec le tableau de Poussin. Il retrouve la tradition de l'atelier en recourant à de nombreux assistants peintres. Nina Childress puise souvent ses modèles féminins au panthéon des stars, actrices, chanteuses, marqueurs d'une certaine époque et d'une certaine nostalgie. Posant la question du bon goût, à coups de couleurs fluo ou de coulures, elle adapte souvent sa pratique en fonction des lieux d'accrochage. François Mindras nous dévoile un univers coloré original à la cire sur bois dont on goûte la surface ambiguë, plate et profonde à la fois. La composition classique révèle des éléments oniriques, des motifs abstraits, des passages lyriques, des surgissements de réalisme dans des tableaux baignés d'une lumière douce et diffuse. Carole Benzaken retrouve la plasticité particulière de l'image vidéo avec sa touche carrée, pixelisée, mais également ses effets de vitesse. On a l'impression qu'elle peint le moment où l'on a oublié d'éteindre la caméra. La peinture figure alors des éléments qui se dérobent à notre capacité de reconnaissance.
Vassilis Salpsitis fouille le monde des apparences en philosophe ou en scientifique froid. Il pousse le réalisme vers un sentiment d'altérité cruelle dans une ambiance de grisaille condensée, une ambiance de scène de crime. Armand Jalud nous offre un carnaval de textures peintes en partant de motifs pop triviaux, bananes, tissus ou bottes féminines. Par un traitement gourmand et des compositions séduisantes, l'ensemble prend souvent un tour érotique. C'est tout à la surface de la toile que Pierre Moinéard exhibe des portraits désenchantés. Partant d'une toile écrue, c'est comme s'il nous montrait les artifices de la peinture, de la tache de couleur à la montée de l'incarnation d'une figure. L'ironie se fait alors féroce par la peinture même, alors que le sujet reste anodin. On retrouve cette ironie chez la peintre autodidacte Raphaël Ricol. Elle développe un vocabulaire formel détaché de toute convention en juxtaposant des pratiques en tension dans le tableau. Le spray des taggeurs et un traitement mièvre, la coulure et l'académie, l'illustration et le design. Camilla Oliveira Fairclough prend comme sujet de peinture l'écriture, qu'elle traite comme une abstraction colorée et symbolique sur de grands formats. Le fait main et sa maladresse sont souvent présents pour figurer paradoxalement une certaine efficacité graphique. Céline Berger profite de la puissance d'agrégation de la peinture pour mélanger des manières, de la tradition naïve à l'hyperréalisme le plus sophistiqué. Ces tableaux, aux couleurs New Wave, sont le lieu d'un foisonnement de détails du plus trivial au plus cosmique. Gilles Elie représente une peinture posée contre le mur de l'atelier en ne la peignant pas. C'est bien la toile de lin en réserve qui se dessine grâce au contexte peint. Métapeintre, son sujet est la peinture, qu'il traite avec un vocabulaire rieur et moderniste. Alors maintenant, nous allons voir Bernard Monino, qui ne veut pas peindre ou dessiner par lui-même, et vous allez voir comment. Traditionnellement, on dit toujours l'artiste, c'est celui qui a un monde intérieur et il extrait des choses de lui. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est le réel qui a de l'imagination. Et l'artiste, le rôle que moi je me donne, c'est celui d'être quelqu'un qui est le récepteur de choses que je fais entrer en moi. Alors c'est pour ça que justement je dis, je fais advenir le dessin. Plutôt que à la fois je le conçois, mais il y a une partie qui est laissée à un processus de faire venir à soi la forme. Et alors j'ai fabriqué un instrument très simple avec un pied photo et j'ai acheté des boîtes de chimie, de pétri, qui sont des boîtes utilisées dans la culture en biologie. Je les ai enduites de noir de fumée. L'appareil tenait parfaitement immobile la boîte. Et puis, dans le paysage, je repérais des herbes, des fleurs, des branches. Et je me servais de l'extrémité d'une plante sur laquelle je fichais une petite aiguille. Et lorsque j'approchais la boîte tout doucement de ce point de rencontre avec la plante, lorsqu'un coup de vent commençait à mettre en mouvement le végétal, ça créait un dessin. Un dessin de quelques secondes, absolument étonnant, et que j'ai systématiquement fait dans différents lieux. D'abord, ça a commencé en France. Et puis après, je l'ai fait au Maroc, puis après, je l'ai fait en Bretagne, en Suisse, en
en Inde, en Iran, au Mexique. Alors ça a constitué toute une collection, j'en ai près de 800, des dessins que j'appelle la mémoire du vent. On regarde quelque chose qui est en train de se fabriquer sous vos yeux, qui se dessine pour vous. Moi, le seul travail que je fais, à un moment, c'est dire j'arrête. Donc je décroche l'instrument et il perd son contact avec l'instrument curseur et j'obtiens un dessin qui est un moment immobilisé. L'idée de déléguer à la nature, ça c'est une de mes grandes obsessions parce que je pense qu'être artiste, travailler dans son atelier, au fond, derrière ça, il y a l'idée de ne pas être l'acteur, parce que moi, c'est pas être acteur, je voudrais être le spectateur d'une chose qui se fait. Alors maintenant, nous allons écouter Maud Maris nous parler de son rapport à la sculpture et l'espace à travers sa peinture, avec son intervention intitulée « Le volume des images ». Merci Thomas. Bonsoir. Donc je vais ici présenter deux aspects de mon travail pour tenter de me positionner en tant que peintre dans le monde de l'art contemporain. Donc le premier aspect renvoie au fait que je me considère comme une peintre, mais continuellement préoccupée et obsédée par la sculpture. Et le deuxième concerne mon rapport à la scénographie de la peinture, c'est-à-dire à sa mise en espace. Donc je commencerai par rapporter les paroles d'un peintre qui évoque la sculpture. Donc Francis Bacon, dans ses entretiens entre 1962 et 1986 avec David Sylvester, nous confie « Je pense que peut-être les plus grandes images que l'homme a faites jusqu'à présent ont été faites en sculpture. » Et plus loin, une supposition, pensez aux grandes choses anciennes de l'Égypte comme faites en bubblegum. Imaginez le sphinx en bubblegum. Aurait-il eu par-delà les siècles le même effet sur la sensibilité s'il avait été possible de le prendre délicatement, de le soulever. Donc c'est justement cette sensation de densité, de poids qui est centrale dans mon travail. Et mes peintures parlent essentiellement de sculpture. Donc c'est par un procédé qui pourrait s'apparenter à une fossilisation accélérée que je reconstitue des images mentales nourries de recherches documentaires, allant par exemple d'un site archéologique anatolien à des photographies d'ateliers de sculpteurs de la modernité. Dans mes peintures, finalement, je restitue des fantasmes de sculpture, d'animaux, de temples, qui deviennent des sortes de natures mortes, non périssables, pétrifiées. C'est en m'intéressant au volume de mes images que j'ai commencé à fabriquer le sujet de ma peinture. J'ai progressivement mis en place un processus de moulage à partir d'objets du quotidien, qui sont ensuite mis en scène, puis photographiés, et cette dernière étape sert de matrice pour la peinture. Donc ces manipulations successives confèrent aux objets des propriétés sculpturales. Moulage, photographie et peinture agissent comme autant de filtres débarrassant l'objet des détails qui nous permettent d'identifier son échelle. Il s'opère une sorte d'érosion de l'objet d'origine qui lui offre un pouvoir d'évocation détaché de son premier usage. L'objet de départ perd sa fonction et son échelle et acquiert la potentialité d'être identifié comme un nombre indéfini d'autres objets. J'aime faire le parallèle avec la théorie que Tristan Garcia développe dans Forme et objet. Ce traité propose l'ontologie d'un monde plat où tous les objets sont considérés sur un pied d'égalité. Les choses ne sont jamais en soi fermées, mais toujours définies et imbriquées dans d'autres choses qu'elles-mêmes. La tension que je recherche dans mes tableaux repose sur la lecture d'un objet abstrait, dans le sens où il ne peut pas être clairement défini, au sein d'un système de représentation qui est lui très réaliste. Même s'il reste tangible par le rendu de son poids, de sa matière, il devient difficile de déterminer la taille de cet objet. Et finalement, je pourrais formuler que mon travail consiste en une sorte de réalisme augmenté, en créant un espace possiblement lisible à toutes les échelles. Or, cet espace dématérialisé a toujours nécessité pour moi d'être articulé à celui de la réalité, c'est-à-dire l'espace dans lequel est accroché le tableau. Et c'est pourquoi j'ai très tôt réfléchi à une scénographie de mes peintures et à des sculptures de transition, des sortes d'objets témoins, portes d'entrée ou de sortie pour passer de l'illusion à la réalité. Lorsque je montre des sculptures, elles n'ont jamais été représentées dans mes peintures. Elles sont en général inspirées également par les plus petits objets. Et inversement, je ne montre jamais les petits objets de départ.
Et justement, ça m'intéresse que les sculptures qui accompagnent les tableaux dans l'exposition fonctionnent comme des sortes d'indices. Donc finalement, je considère qu'à partir des minuscules matrices, les objets de départ, deux entités vont se développer de manière autonome, les peintures d'une part et les sculptures d'autre part. Donc c'est cette articulation entre peinture, installation et sculpture qui m'a amené, j'en suis persuadée, à montrer mon travail dans des lieux qui programment habituellement peu de peinture. Je pense donc que cette interaction m'a permis de me positionner autrement dans le monde de l'art contemporain. Et si je me reconnais dans une communauté de peintres, dont on a pu voir la diversité ce soir, qui sont en fait rassemblés par la spécificité du médium, j'ai aussi beaucoup fréquenté des artistes qui pratiquent d'autres médias, notamment lors de mon post-diplôme à la Kunstakademie de Düsseldorf, où j'ai étudié auprès d'un sculpteur et auprès d'architectes. Et je suis de manière générale très attirée par des peintres qui ont une pratique extensive de la peinture, comme Thomas Huber, Miriam Kahn, Thomas Scheibitz, Amélie von Wulffen ou Amy Silman. Et pour revenir enfin à mes installations, elles ont pour fonction de relier mes peintures au monde réel, comme j'ai pu le faire à Thouars, comme on voit ici, où les grands formats sont conçus pour le lieu et sont intégrés dans une grande simèse de 9 mètres par 5 au sol, fabriquée in situ. Cela part aussi souvent d'une impossibilité pour certains lieux de montrer de la peinture au mur. En travaillant sur cette question, je me suis beaucoup intéressée à la manière dont Thomas Demand, qui est un de mes artistes favoris et qui est récemment intervenu à l'École des Beaux-Arts de Paris, la manière dont il montre son travail. Et donc sa conférence portait entièrement sur le travail scénographique qui accompagne ces photographies de manière systématique depuis de nombreuses années. Donc il a aussi bien travaillé seul qu'avec des architectes, des commissaires d'exposition, d'autres artistes ou des scénographes. Et je suis donc très sensible aux démarches de commissariat qui montrent la peinture autrement, comme celle de Joël Riff, qui est certes quelqu'un de particulièrement concerné par la peinture et la céramique notamment, et à qui j'ai d'ailleurs emprunté le titre de cette intervention. Et vous pouvez voir ici une vue d'une de ses expositions lors du dernier Artorama à Marseille, où il a conçu la scénographie du stand de Molly Sabata, et sur lequel les espaces des différents artistes exposés se superposent. Il n'hésite pas à accrocher une peinture sur une autre, par exemple, dans cette image, un de mes tableaux sur une peinture sur tissu de Charlotte de Namur. Donc je suis très friande de ces initiatives, car je pense que le contexte, l'espace autour du tableau est un complice, un partenaire pour réactualiser la peinture, y compris auprès des moins attentifs et des plus réfractaires. En fait, je crois que le processus cyclique qui consiste à ringardiser la peinture tient bien sûr à son histoire, mais aussi, ce que l'on dit moins, beaucoup à son espace. Merci beaucoup, Maude. Claire Collin-Collin accorde une grande attention aux accords de couleurs, aux coïncidences entre les motifs et à la composition en général. Dans une certaine transparence du fer, l'empilement des couches posées à la brosse plate laisse apercevoir les différents passages, tandis que des formes ou des signes apparaissent sous le geste du gros pinceau. Marie Le Petit construit une patiente abstraction faite de moyens extrêmement simples. Des points qui, selon le principe du report avec des équerres de différentes dimensions, suivent des lignes précises et forment des réseaux colorés. Elle exploite les variations possibles du vocabulaire plastique restreint qu'elle s'est choisi. Le résultat donne à voir une sorte de géométrie allusive qui évoque tout autant une cartographie étoilée comme des planches d'astrologie. Pauline Bazignan commence toutes ses toiles par une forme ronde, comme une planète ou comme un œil, d'où est née accidentellement une première tige que, depuis, elle garde comme point de départ. D'abord d'un point central, d'où part une coulure, comme un ancrage dans les profondeurs de la Terre, dont nous dépendons par le phénomène de la gravité. Ensuite, elle projette de l'eau colorée qui vient détruire le tableau et, paradoxalement, le faire apparaître. Lionel Sabaté rejoue à l'apparition du vivant et aux premières formes de vie grâce à la peinture. Il propose des infusions de couleurs en versant des liquides sur les toiles à partir d'une théière.
La matière n'est pas figée, c'est une forme d'illusion, une manière de caractériser le monde et son énergie. Jérôme Robb s'intéresse à la matérialité même de la peinture. Il imagine constamment de nouveaux outils. Il travaille, entre autres, avec des surfaces miroirs. La surface est à la fois surface, donc peinture, mais également profondeur, donc paysage. Comme dans cette installation sur la terrasse du musée Marc Chagall à Nice, où il mélange 2,5 tonnes de plaques de marbre et 3,5 tonnes de peinture. Timothée Schellstreich cherche en peinture comme en dessin à porter... Évidemment, il y avait quand même beaucoup de mots difficiles à prononcer, vous l'entendez, donc c'était un petit peu notre jeu avec Thomas. Bon, donc Timothée Schellstreich, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir de lui avoir accroché son nom, cherche en peinture comme en dessin à porter un regard à la fois frontal et biaisé. C'est sur un détail, un objet, une surface qu'il se focalise et la chose devient indéfinie puisque morcelée. Recadrage, hors-champ, échelle, contraste, matière forment les éléments de ce regard qui annihilent l'objet et en fait un sujet, un motif, une composition. Samuel Richardot utilise d'abord une peinture liquide, très diluée, qui non seulement prend place sur la toile, mais se glisse également entre les fibres. Les signes, motifs ou ombres sont rajoutés alors pour structurer la composition due au hasard et au geste du peintre. Autant d'éléments picturaux qui évoquent paradoxalement un univers d'écran plasma. Karine Habish a développé un vocabulaire artistique en usant de nombreuses références à l'art moderne, mais aussi à la mode ou à la danse. Irrévérencieuse, elle joue les canons du modernisme en mêlant des formes géométriques à des motifs qui échappent à toute lisibilité. Elle accumule couches de couleurs, grilles, rayures, ponctuations, dans une certaine joie, ouvrant sa pratique à l'installation. Anne-Laure Sacriste crée des installations picturales, d'une copie en grisaille d'Ingres à une tortue sculptée, d'un drapeau noir à un monochrome noir, de tableaux fantômes à des surfaces réfléchissantes. Le spectateur est comme inclus dans la peinture. Maintenant, nous allons voir le peintre Raphaël Barantini peindre, sérigraphier et repasser. On est sur une agglomération comme ça d'images sérigraphiées sur tissu qui sont ensuite thermocollées sur un tissu avec une impression numérique de fonte de couleurs, de fond que je réalise au préalable en fait sur toile ou sur bois. Donc on est comme ça sur des choses assez diluées à l'encre avec des couleurs assez acides qu'ensuite je prends en photo, j'imprime en numérique sur des tissus. Par-dessus cette impression numérique, je viens avec des pièces textiles sérigraphiées. Et on est comme ça sur des collages d'assez grand format qui rappellent en même temps des pièces type drapeau, de type processionnel finalement, des choses qu'on peut voir dans des carnavals, dans des moments comme ça, pris dans une sorte de rappel comme ça à des sortes de traditions populaires. J'ai une réelle attraction au décoratif, finalement, dans mon travail. Aussi bien dans le choix des couleurs, dans le choix des ornementations, dans le choix des tissus. C'est vrai que j'ai une sorte de jouissance des couleurs, une jouissance comme ça, visuelle en tout cas. Et c'est vrai que ça, c'est un des éléments qui caractérise l'ADN de mon travail pictural.
On n'est pas dans quelque chose de resserré, d'assez calme. On est plutôt dans des choses assez baroques et chargées et denses. C'est sur des fonds de terre rouge que Gérard Garouste applique avec un traitement classique à la Gréco son univers fantasmatique peuplé de culture talmudique, de littérature, d'histoire familiale, d'autoportraits ou de portraits de ses proches. Comme il le dit lui-même, il cherche à concilier sur ses tableaux le classique et l'indien, pour lui le chaos. C'est à la tempéra, sur des petits formats, que Philippe Maillot invente son univers de cauchemar pop, dans un style bien à lui, entre figurations sophistiquées et images à collectionner dans les cours de récré. Pat Andrea se considère comme un peintre irréaliste, puisque le monde de l'imaginaire et des rêves forme la matière première de son travail. Une peinture onirique et sexuelle, accentuée par des effets de collage dans un monde d'Alice au pays des merveilles pour adultes. Mathieu Boisadan mélange sa propre réalité à celle de l'histoire de la peinture. Il télescope hommage à la tradition, clichés de presse et vie intime sur des grands formats saturés de signes. Benjamin Bruno n'hésite pas à coller des morceaux de photos sur ces grands formats pour jouer avec des traitements hétérogènes. Les compositions sont rigoureuses, mais le spectateur reste dans l'énigme de l'apparition de la matière brute au spectre, à l'incarnation. Les peintures d'Hélène Delprat sont à la fois grinçantes et sensibles, s'y mêlent fiction et documentaire, où, sur un ton de dérision, elle parle de l'idée de la mort, drôle, monstrueuse, extravagante, mélancolique. Comme point de départ de cette toile, elle se nourrit d'images énergie, comme ici la bataille de San Romano de Paolo Uccello, qui déclenche des constellations, des arborescences, des associations figuratives ou des contaminations. Marlène Moquet part d'éclaboussures, de coulures, d'effets de matière pour les rendre vivants par l'ajout d'un visage. Monstres, animaux, enfants surgissent de l'énergie vitale et hasardeuse du magma coloré. La peinture devient narrative par le rapport entre tous ces visages d'un monde enfantin et grinçant. Crâne, arbres, anges, corps, maisons, sexe, animaux, rues, avions. Fabien Verchères joue avec sa mythologie personnelle, qu'il décline à partir d'une centaine d'images génériques. Il n'hésite pas à imposer son bestiaire à même les murs. Son univers ludique et mystérieux évoque aussi bien la culture populaire, la bande dessinée, l'enfance, que la psychanalyse et l'imagerie médiévale. Christine Guinamont s'attaque à des formats gigantesques pour y imposer son chaos coloré. Fulgurance du geste, superposition, accident découvre des paysages symbolistes aussi raffinés que violents. C'est avec des couches transparentes successives qu'Hervé Hick fait monter son tableau acidulé. Les animaux s'additionnent au paysage et servent de fond au portrait d'un dormeur. Le fond du tableau revient pour parasiter le sujet. Ces tableaux offrent en même temps des registres d'images variés. Édouard Volton emprunte au registre des cabinets de curiosité, de la biologie, de la géologie, de la géométrie, de l'astronomie, pour fabriquer de grandes compositions iridescentes aux couleurs passées. Hervé Di Rosa utilise le même vocabulaire formel, pop et personnel, pour traiter de tous les aspects de l'existence. Il utilise ses personnages caractéristiques à toutes les sauces, en s'intéressant particulièrement aux pratiques artisanales du monde entier, des azuleros lisboètes aux câbles de téléphone tressés d'Afrique du Sud. Maintenant, nous allons voir Françoise Petrovitch parler de dessin, de grand format, de gants, mais également la voir accrocher à une exposition. Je dessine beaucoup, donc il y a des dessins quotidiens, il y a des choses qui, entre guillemets, qui sortent, qui s'accumulent. Souvent, je me suis rendu compte que c'était des entre-deux qui m'intéressaient. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est aussi un moment entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a cette perspective de développement, cette perspective d'être autre.
Il y a une difficulté évidemment à être, mais aussi tout est possible. Et je crois que c'est plutôt cet intermédiaire-là qui m'intéresse. Après, ça se traduit par souvent des figures aussi qui sont fragiles, donc souvent plus des figures d'enfants, de femmes. Il y a peu de formes de pouvoir dans mon travail, d'autorité, de force même physique présente. Alors tout naturellement, la féminité a plus de place. Dernièrement, j'ai retravaillé les gants en peinture parce que c'était une façon de dire aussi le corps et de le dire à plat. Donc d'être dans la peinture, d'être au plat de la peinture, d'être à la surface de la peinture avec ces gants. Il y a toujours un double dans le gant. Il y a toujours l'idée de recouvrir, de cacher, en même temps d'être dans une présentation. Il y a toujours deux gants, on peut en perdre un. Enfin, il y a un envers du gant, voilà, c'est une double main, voilà. Ça a aussi rapport au fer, évidemment, à la main. Donc il y a une métaphore qui est assez belle, et puis et en même temps c'est un objet négligeable. C'est une petite chose, donc j'aime bien ça. Puis là, tu vois, il ressort ici aussi, il est voilé comme ça. Ouais. Si tu peux juste ajuster ça, je veux bien. Ou avec une toute petite... Une petite patte. Ouais. La question de l'échelle est une question importante. Elle me permet de garder la liberté, c'est-à-dire de décider de dire ce que j'ai à dire avec la proportion, le format, la grandeur qui m'intéresse. Il me semble que c'est important d'être juste par rapport à son corps aussi, c'est-à-dire que je fais les choses que je peux réaliser. Je n'ai pas envie de donner à d'autres la possibilité d'agrandir mes dessins, de les multiplier, de les agrandir d'une manière mécanique. C'est très étroit entre le moment où c'est fait et ma possibilité de le faire. Ça va pas comme ça. Pour moi, le dessin n'est pas une petite chose qui vient forcément en amont de la peinture. Ils sont distincts et du coup, il y a des dessins qui ont besoin d'être tout petits, des peintures qui ont besoin d'être grandes. Et puis finalement aussi, un très très grand dessin peut être très intime. J'aime bien cette possibilité avec le dessin de tout réunir. Il y a une grande liberté dans le dessin qui permet de bousculer toutes les échelles, toutes les natures, tous les types de description, de narration, et avec beaucoup de fluidité parce que le dessin est très direct. Il est très rapide, enfin en tout cas dans ma façon de faire, il est assez rapide, assez immédiat même parfois, il vient de son et donc il y a comme une réponse dessinée au monde quoi finalement. Voilà, et maintenant nous allons écouter un taiseux qui me fait l'extrême honneur et l'amitié de parler. Voilà, donc on va un petit peu improviser. Ouais, il va nous montrer son parcours que je trouve vraiment très original et ambitieux. Puis après nous montrer sa méthode de travail aujourd'hui. Voilà, merci Thomas. Bonsoir à tous. Bon, en effet, je n'ai pas un discours très construit, je suis plutôt un taiseux, en effet, plus trop introverti. Mais enfin, on va essayer de revenir. Donc, il y a une petite dizaine de peintures qui retracent mon déjà long parcours. Ça fait 40 ans bientôt que je pratique cette profession. Et donc, ça commence en 1981. Moi, j'appartiens à un mouvement qui s'est appelé la figuration libre. C'était à une époque où il y a eu comme ça, même à travers le monde, en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, un retour à la peinture après les années 70 qui avait été marqué par un art très, très théorique et un peu désincarné. Là, au contraire, c'était vraiment le contre-pied exact justement de faire une peinture très spontanée, très, très libre, s'inspirant beaucoup de la sous-culture. Donc là, vous voyez, on voit un T-Rex, des animaux préhistoriques. C'était un peu ça s'inspire beaucoup de la série B, des choses comme ça. Et aussi des affichistes, aussi ce petit personnage rouge au milieu, c'est un espèce de pompiste. J'étais très inspiré par des affichistes comme Savignac, Villemot. Enfin, des gens qui s'expriment avec des images.
Là, on est un peu plus tard. Enfin, moi, c'est une perpétuelle insatisfaction, donc j'essaye de faire des progrès. Vous voyez, c'était parti de manière complètement archaïque et très, très basique. On était complètement autodidacte. Moi, j'ai commencé à faire de la peinture. Vous avez vu la peinture précédente, c'est peint sur du carton avec des peintures industrielles. Et donc, dans le deuxième, j'ai essayé de faire des petits progrès. Il faut le savoir, mais c'est un paysage de Pissarro là-haut et un de Monet en bas. Ils doivent se retourner un peu dans leur tombe, bien sûr. Enfin, mais enfin, à la fois, j'ai essayé de trouver des petites choses. Là, il y a des petits réaux, les ombres sont bleues, mais enfin, il y a aussi beaucoup de plaisir de pratiquer la peinture. Et donc aussi beaucoup des petits autoportraits, d'essayer aussi de parler de ma vie. Là, ça s'inspire en l'occurrence d'un petit dessin de Toulouse-Lautrec. C'était une vue de bordel où on voyait une prostituée dans cette attitude un peu lasse. Donc je me la suis appropriée. Des petits détails, vous voyez mes chaussures de vélo sur lesquelles c'était la vie claire, le sigle avec un petit Mondrian. L'aventure de l'art au XXe siècle. Mon carnet à dessin, mon crayon que j'ai toujours, mon crayon fétiche. Enfin, vous voyez, encore des progrès à faire. Le drapé n'était pas extra. Là, c'est une autre. J'avais toujours le problème un peu de mélanger plusieurs images. Là, donc, c'est le début d'une série qui s'appelait Les Transparences. Ça partait comme ça d'images un peu populaires, des mythes, la mythologie. Là, en l'occurrence, c'est Scheherazade, vous voyez, qui raconte ses histoires au sultan. Et par-dessus, je rajoutais une image personnelle de ma pomme en train de regarder la télévision. La télévision a eu beaucoup d'importance dans ma vie. On se plaint aujourd'hui que les gens sont devant des écrans, mais moi, j'étais il y a 40 ans, je passais ma vie devant la télévision. Mais à la fois qui m'a donné beaucoup une culture d'image très très riche. Donc là, on avance dans le temps, c'est toujours ce principe des transparences, mais là, à partir d'un tableau de Fragonard qui est l'Escarpolette, et donc par-dessus vient s'ajouter un paysage du Pré Saint-Gervais. Et donc il y a différentes échelles, on voit les gens du XVIIIe siècle et par-dessus des gens aujourd'hui, enfin une tour de télévision également. Ça, c'est une autre série où là, je suis un peu plus... Il y a un aspect aussi un peu documentaire dans mon travail. J'ai beaucoup fait de peinture sur Paris ou sur des choses qui avaient été un peu laissées à l'abandon. Plus personne ne peignait Paris. On considérait que c'était... Enfin, plus personne de plus Utrio ne s'intéressait à Paris. Et la réalité, là aussi, c'était aussi reprendre donc, Paris, c'était les paysages urbains, mais il y a toute une tradition dans la peinture de peindre les expositions, les salons, les cabaniers d'abatteurs, la galerie du Louvre par Robert. Et à une époque, j'ai trouvé que le sujet pouvait être renouvelé complètement en me promenant dans les expositions d'art contemporain. Là, en l'occurrence, la Biennale de Venise. Donc j'ai fait beaucoup de tableaux là-dessus. Là, vous voyez, c'est exactement la même vue, mais quelques années plus tard. Enfin, à chaque fois, je suis revenu à la Biennale de Venise avec un peu cette même vue. Mais moi, j'essayais de répondre assez bêtement et assez simplement à la question est-ce que tout a été fait en peinture? Donc, j'ai essayé de trouver des sujets inédits. Comme là, voilà, ça, c'est une vue de Paris, c'est les panneaux Decaux. Ça m'a assez fasciné pendant un moment, parce que c'était un peu comme la métaphore de la peinture. Enfin, la fenêtre, ça a toujours été considéré comme tel. Et dans les panneaux Decaux, c'est assez joli parce qu'en effet, il y a ce qu'il y a autour du panneau Decaux, l'image qui est présentée dans le panneau Decaux, puis à la fois ça se reflète aussi. Donc on voit mon petit autoportrait. C'était amusant. Là, on va plus loin dans le temps, et là, c'est un assez grand tournant dans mon travail. Ça a été toute une exposition où je suis parti d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Passion. Et dans ce film, il y avait beaucoup de scènes où on voyait une équipe de cinéma qui faisait des tableaux vivants. Et donc là, en l'occurrence, la petite baigneuse d'Ingres, il y en avait d'autres. Il y avait aussi l'entrée des croisés à Constantinople, tout ça.
Enfin, pour l'anecdote, c'est surtout que c'est ma femme, que je ne connaissais pas encore à l'époque, qui jouait dans le film et qui interprète la petite baigneuse. Donc c'était assez magique, tout d'un coup, de faire le chemin inverse à partir du film, d'essayer de retrouver la composition originale du tableau d'Ingres. Il y avait tout un espèce de plan séquence où on voyait la petite baigneuse arriver, dévoilée, enfin on lui enlevait son peignoir, on lui mettait... Et puis elle allait s'asseoir sur le tabouret et prendre la position exacte de la petite baigneuse, mais enfin que chaque fois c'était un peu coupé, enfin à un moment on ne voyait pas les pieds, on ne voyait pas le haut, tout ça, et c'était très jouissif de faire ce chemin inverse. Et puis les canons de beauté avaient évidemment changé, moi j'étais émerveillé par ça, quoi, forcément. Là, on retrouve à la fois cette série sur les expositions d'art contemporain. Là, c'est plus la Biennale de Venise, mais c'est la Documenta de Cassel, qui est aussi un lieu mythique de l'art contemporain. C'était assez amusant. Enfin, pour moi, c'est un sujet complètement bateau, un bord de canal, mais à la fois avec une œuvre d'art contemporain très, très pointue. Donc, c'était d'intégrer ça dans la peinture. Et là, on arrive à la dernière série que j'ai effectuée. L'exposition s'appelait Au rapport. Je suis parti là aussi de peinture de genre, c'est les peintures de corps de garde, c'est le 17e hollandais. C'est les guildes, les militaires qui sont représentés. Je me suis amusé un peu à... Là, on en a un petit exemple, un anonyme hollandais, enfin, c'est les Joyeuses Compagnies. Mais moi, ce qui m'a amusé, c'était d'inverser un peu les rôles. C'était les filles qui étaient habillées en militaire et les garçons faisaient un peu là, on voit un peu le making-of. C'est vraiment à partir du film de Jean-Luc Godard où là, moi, j'ai eu envie de faire ma propre mise en scène, de fabriquer mes décors, de louer des costumes, de faire la lumière. Et c'est des étudiantes des Beaux-Arts, des amis, mes nièces. On regarde un extrait ? On regarde un extrait. Ouais, ça tourne joyeusement. Ouais. Ça tourne joyeusement. Ouais. Ah, ça c'est très bien, la petite patte, tout ça. Enfin, je baisse bien parce que... Ouais. Peut-être que j'ai plus votre profil apollonien. Non, parce que là, vous disparaissiez, enfin, c'était assez joli, mais voilà, ouais, vraiment de... Et on se doit. Ouais. Ça peut être chacun des... Vous, en effet, Nathanaël, vraiment regard caméra, c'est très bien. Et puis tout vers ce beau grec, là, avec ce beau serveur. Qu'il a ça. Ouais. Grégory de Rennes, on a vu ses peintures. Voilà, ouais, ça c'est. Enfin, voilà, c'est des films un peu. C'est vraiment un tableau vivant. Moi, j'essaye pas de. C'est vrai que je peins d'après photo. Enfin, j'ai commencé par peindre d'après photo, mais c'était un peu frustrant et finalement de plutôt utiliser une caméra à la base, ça permet d'avoir 50 instants décisifs. Hein, vous connaissez l'instant décisif chez Cartier-Bresson, c'est en effet, il faut appuyer au bon moment sur le bouton de l'appareil photo. Avec le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde, comme le disait ce fameux Jean-Luc Godard. Et donc, moi, j'essaye de recréer comme ça un instant décisif. Et j'utilise, moi, je me vautre dans tous la technologie la plus avancée. Donc, ça a été pour moi, enfin, j'en ai rêvé et Photoshop l'a fait. C'était en effet de pouvoir disséquer une image et donc je me sers comme ça de tout petits instants et d'essayer de faire une composition. Si on voit par rapport à l'image originale, là, c'est très déformé, c'est complètement recomposé. Vous voyez derrière, à la fois c'est décalqué, mais c'est aussi, pour moi, c'est aussi dessiner et de changer les proportions, enfin de faire vraiment la composition la plus resserrée possible. Dans ma technique maintenant, je pars toujours d'un camélieu de gris et puis ensuite les couleurs viennent se poser sur la peinture. Voilà, mais enfin c'était un sujet très jouissif. Moi je marche vraiment aux glandes salivaires, c'est en effet des uniformes, c'est vraiment super excitant à peindre, c'est rouge, une cuirasse, tout ça, et puis ces merveilleuses jeunes filles, c'était très... Enfin, ça donne envie de prendre un pinceau, quoi. Voilà. Élie qu'il était œufs. Ouais, c'est vrai, je m'arrête plus. Merci.
Merci beaucoup François. Voilà, justement, en guise de conclusion, on fait une ouverture sur des jeunes trentenaires prometteurs et on en a en effet retrouvé quelques-uns dans l'œuvre de François Boiron juste à l'instant. Donc Nathanaël Herbelin fait de la vie ordinaire un terrain d'observation personnelle et une raison de peindre dans une facture sobre, maigre, comme disent les peintres. Apollonia Sokol part de polaroïdes de ses proches pour peindre avec son style propre des compositions humaines sur des fonds de couleurs ramenant à la planéité du support. Simon Martin suggère, mais n'affirme pas, des figures qu'on croirait provenir d'un mur poreux et lavé par la pluie. Tout est peint dans la nuance d'un presque rien. D'origine libanaise, Christine Safa peint des autoportraits à la lumière éblouissante. Les yeux fermés, éblouis, son visage est comme dilué par le soleil, mais également la peinture. Chez Maximilien Pellet, le motif participe lui-même au matériau et le matériau participe lui-même au motif. Il cherche à représenter des effets picturaux avec un langage graphique limité, des signes archaïques traités d'une manière contemporaine. C'est bien avec les signes que joue également Zoé de Soumania, d'une manière faussement candide. Le fond devient sujet, le sujet devient fond, joyeusement. Avec un style très coloré, vif, gai et lumineux, Elvire Caillon amène un certain recul avec le sujet de l'œuvre. Sa peinture se développe en s'appuyant sur un travail autour de l'illustration, le dessin, la ligne, l'agencement des surfaces colorées et une fois encore des signes. Louise Sartor donne à ses supports, sans qualité, bouts de carton, papier journal déchiré, boîte d'œufs, une autre vie en y peignant des situations inspirées par le quotidien ou par des images trouvées sur Internet. Ces représentations sur des rebuts paraissent alors un peu plus fragiles. Lucien Murat collectionne les canevas de tapisseries décoratives et kitsch de petits formats à la trame grossière. Il les assemble alors jusqu'à atteindre les dimensions d'une tapisserie classique. Un fond pour peindre à l'acrylique des scènes apocalyptiques, abolissant la frontière entre art appliqué, populaire et pratique de la peinture. Antoine Carbone joue avec la peinture de paysages primitifs, le pop et l'espace pictural, pour rendre les représentations hantées par les paréidolies, ce moment où un visage surgit au sein même du paysage. Ces constructions de l'esprit, plein d'allers-retours entre le réel et le fantasmé, peuvent faire penser à la figure d'un rêve. Jean Clarac peint de jeunes hommes désirables dans des décors vertigineux qu'offrent les barres d'immeubles d'une manière qu'on pourrait rapprocher des primitifs. Il offre accumulation de points de vue et d'images fragmentées comme autant de mises en abîme dans le tableau. Et ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup.